Bonjour Maud Pérez-Simon. Merci d'être ici avec nous, avec l'American Journal of French Studies. Donc, je m'appelle Ed Darras et je suis le directeur du journal. Je vais rappeler donc qui vous êtes. Vous êtes donc maîtresse de conférences en littérature médiévale à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 13 et membre junior de l'Institut universitaire de France. Donc, vous êtes spécialiste de littérature médiévale. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce poste, ce travail de maîtresse de conférence en littérature médiévale? Est-ce que vous avez une histoire à nous raconter par rapport à vos études, une passion qui est née peut-être au lycée, au début de l'université? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vous et sur ce qui vous a mené à faire ce que vous faites aujourd'hui? Oui. Eh bien, alors déjà, c'est Paris 3, hein, c'est pas Paris 13. Paris 13, Pardon, c'était mon Paris collège. 3. Eh bien, moi, j'aimais beaucoup la littérature du 19e siècle. Je suis une grande fan de Flaubert et Maupassant. Et donc, j'avais l'intention de faire ma thèse sur Flaubert ou Maupassant. Mais en attendant, je faisais de l'enluminure pour le plaisir. Et je me Au suis dit plaisir. que j'allais, voilà, pour le plaisir, et que j'allais faire un master sur la littérature médiévale juste pour avoir accès à la bibliothèque en fait et copier des images. Et puis qu'ensuite, je reviendrai à mes premières amours après. Et donc, je me suis inscrite, j'ai eu un sujet et je suis arrivée le premier jour à la Bibliothèque nationale avec mes cahiers, mes aquarelles, mon encre de Chine, etc. Et à la bibliothèque, ils m'ont dit: ah non, non, ça ne va pas être possible. Parce que vous savez que dans les bibliothèques de manuscrits, on peut avoir qu'un crayon à papier. C'est Et du ça. coup, j'ai dû laisser toutes mes encres à l'entrée. J'étais bien malheureuse. Et puis, j'ai ouvert mon premier manuscrit et j'ai été une espèce de synesthésie. Vous savez, tous les sens qui sont pris comme ça. Alors, à la fois la vue, évidemment, parce que c'est magnifique. À l'époque, on donnait plus facilement les manuscrits qu'aujourd'hui. Donc, j'ai pu voir un manuscrit ce jour-là. Et puis, une odeur, en fait, une odeur plus qu'un parfum, cette odeur de peau, de colle, d'œuf, qui m'est complètement montée à la tête. Et voilà, j'étais prise et je suis restée en littérature médiévale. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez peut-être du premier ouvrage comme ça que vous avez ouvert, C'était un qui a ouvrage de déclenché Tristan. chez vous cette passion? C'était un ouvrage de Tristan. Je Ah, ne sais plus lequel, mais je pense que c'était un de ces manuscrits italiens du XIVe siècle dont la miniature est très, très euh, simple, simplifiée. On dit naïf, mais c'est pas très gentil pour l'enlumineur, j'aime pas trop ces termes-là. Euh, j'ai plus alors, la... pour rappel, vous avez étudié donc à Paris 3 également ou pas quand vous faisiez votre... J'ai étudié à Paris 3. D'accord, donc en fait vous êtes comment dire attaché à la maison Paris 3 depuis longtemps, c'est ça? Voilà, avec des départs aussi, parce que entre le moment où j'ai étudié à Paris 3 et le moment où j'ai enseigné à Paris 3, je suis allée enseigner à Princeton un an, et Ah, d'accord. à Reims, et puis à l'université de Marne-la-Vallée pendant 3 ans. Et ensuite, je suis revenue à Paris 3. Donc vous avez déjà eu une expérience américaine. J'ai une expérience américaine, et il y a 2 ans, D'accord. j'ai enseigné à l'université de Portland aussi. D'accord, ah oui, donc vous n'êtes pas du tout étrangère. Une expérience côte est, côte ouest. D'accord, ouais, 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 super. Et alors, est-ce que je peux vous demander d'où est-ce que vous êtes originaire en France? Normandie. D'accord, donc vous avez grandi en Normandie, c'est ça? Je vis en Normandie, je suis, comme on dit, montée à Paris pour mes études. C'est ça. Bon, bah écoutez, ça c'est une belle carrière pour l'instant. Espérons que vous continuez, peut-être que vous reviendrez aux États-Unis, qui sait. Alors, la première question que je voulais vous poser, donc c'est en fait peut-être ces décorations des maisons d'élite laïque et ecclésiastique qui commencent à partir du XVIIIe siècle. Alors, la question qui se pose, c'est donc quelle part tiennent les monstres dans cette nouvelle tradition iconographique. Donc, si je peux résumer pour notre public, quel est le rapport donc, entre les monstres et les décorations qu'on peut voir dans les maisons des élites laïques et ecclésiastiques? Alors,
je suppose qu'il faudrait déjà définir qu'est-ce que sont ces élites laïques ecclésiastiques. Parce que là, déjà, il y a un mystère. C'est vrai. Alors, donc, c'est 13e, hein, c'est pas 18e. Pardon, XIIIe siècle. Eh bien, il y a un enrichissement de la population, d'une partie de la population au 12e siècle et au 13e, notamment des marchands qui, ont atteint un degré de richesse qui leur donne envie de montrer cette richesse extérieurement. Donc, il y avait déjà des nobles qui étaient riches et qui montraient leur richesse, une élite ecclésiastique, les évêques, les archevêques, qui étaient fils de familles nobles et qui montraient leur richesse, et puis une élite de marchands qui émerge au XIIIe siècle et qui souhaite, à l'égal des autres catégories sociales, montrer sa richesse. Et ça se manifeste comme ça à partir de la fin du XIIIe siècle par le fait de peindre ses plafonds. Entre autres, il y a beaucoup de décorations domestiques, on met des tapisseries, des carrelages aussi, des carreaux de céramique vernissés avec des décorations, des fresques. Et il faut imaginer donc une maison peinte avec des charpentes. Ce qu'on appelle les plafonds peints, c'est les charpentes en bois qui sont peintes. Donc c'est du bois peint. C'est du bois peint, voilà. La pierre, d'accord. Alors, il faut que je vois si je peux faire un partage d'écran, peut-être. Ah, alors je vais essayer de vous mettre en comment dire. Est-ce que là peut-être. Oui. Alors attendez, je vais. Découvrons ensemble ces magnifiques plafonds peints. Voilà. Alors attendez, je choisis une bonne image avant de vous montrer ça. Bien sûr. Donc en fait, quand vous dites laïque ecclésiastique, c'est par opposition aux familles nobles qui déjà avant le XIIIe siècle avaient ce genre de plafond, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu les. Oui. Alors, est-ce un ecclésiastique? Donc ça veut dire que les maisons ecclésiastiques n'avaient pas forcément avant. Alors quand vous dites maison ecclésiastique, vous parlez de monastère en fait ou d'évêques et de leur maison personnelle? Voilà, plutôt. Alors je vous montrerai tout à l'heure la résidence de l'archevêque de Narbonne, qui est dans sa résidence secondaire à Capestan, et la salle dans laquelle il recevait les notables est entièrement décorée de plafonds. Donc ici, vous avez un bout de plafond peint. Donc, vous voyez ce qu'on appelle les plafonds. C'est souvent un plafond à poutre et solives. Et entre les solives, vous avez des petites planchettes peintes. C'est ce qu'on appelle les closoirs, du verbe clore, puisqu'ils ferment l'espace et ils permettent d'éviter qu'il y ait des trous noirs. Donc ça a une visée esthétique, mais aussi sonore. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, on voit très bien. Et je vois même votre souris qui nous permet de préciser justement l'endroit où se trouvent les closoirs. Alors, je ne savais pas justement qu'il y avait un aspect sonore par rapport à ces planchettes, à ces closoirs. Donc, ça permettait en fait d'avoir une meilleure sonorité dans la salle? Voilà. C'est ce qui paraît. Enfin, ça, je n'ai pas pu vérifier. Je cite les travaux d'autres personnes. Et vous voyez qu'on aime bien mettre sur son plafond des éléments de bestiaire. Donc, vous voyez ici des monstres, des hybrides. Ici, vous avez par exemple un oiseau de proie qui attaque un lapin, ce qu'on trouve dans de nombreux bestiaires. Ici, vous avez un hybride anthropomorphe. Et ici, un hybride qui est un croisé de plusieurs animaux. Alors, je vous en ai mis 2 exemples ici. Ces exemples viennent de maisons anciennes qui se trouvent à Viadana. Viadana? Viadana en Italie, en Lombardie. D'accord. Donc, pour répondre à votre question dans un premier temps, les monstres, plutôt un bestiaire au sens large, a une part très importante sur les plafonds à partir du XIIIe siècle. Autant que dans les marges de manuscrits, en fait, puisqu'à la même époque, ils peuplent les marges de manuscrits. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce ne sont pas tout à fait les mêmes monstres que ce qu'on trouve dans les bestiaires. On va avoir du mal à identifier une licorne, un phénix, le castor, le lion, qu'on trouve dans les bestiaires qui circulent à la même époque. C'est une iconographie
voilà, distinctes de ce qu'on trouve dans le texte, mais qu'on retrouve dans les marges des manuscrits du Moyen-Âge. D'accord. Alors, donc je suppose que c'est plus créatif finalement, parce que Oui. ça n'a aucun rapport avec la réalité. Mais alors, pourquoi donc ces monstres pourquoi justement mettre des monstres parce que je suppose dans une époque encore assez comment dire christianisée, euh, pourquoi est-ce que les élites laïques et ecclésiastiques mettraient des monstres d'une part au plafond et d'autre part pourquoi est-ce que ces monstres n'auraient aucun rapport justement avec comment dire les bestiaires existants? Est-ce qu'il y a une vision, un but derrière ou est-ce que c'est simplement une pure invention artistique? Alors ça, j'ai pas encore trouvé. Pourquoi est vraiment la distinction avec le texte? Je cherche mon travail de chercheuse. Ce qui est sûr, c'est que le plafond semble être à certains égards, pas complètement et pas toujours, mais à certains égards, considéré comme un espace marginal, c'est-à-dire l'espace principal serait la fresque sur le mur, Mhm. qui représente des combats de chevaliers, des choses comme ça, et l'espace du plafond présente des petites vignettes comme ça qui tiennent de l'espace marginal. Et Michael Camille a bien montré qu'on montre dans les marges ce qui n'est pas nous. On montre une altérité dans les marges pour dire qu'à la fois on la reconnaît, on sait qu'elle existe, mais elle n'est pas censée faire partie du centre dont nous, hommes christianisés, faisons partie. Donc c'est une façon de les montrer tout en signalant une exclusion. D'accord. Et alors, qui était responsable justement de ces illustrations? Est-ce qu'il y a un métier spécifique? Est-ce qu'il y a un corps? Oui, alors il y avait donc ce sont des artisans dont on a reconstitué les techniques. Je peux peut-être vous montrer, j'ai fait, attendez, j'arrive. Bien sûr, prenez votre temps. Je vous disais tout à l'heure que j'ai fait un peu d'enluminure, donc j'ai fait aussi un closoir. Waouh! Avec, Et, on va essayer de faire un arrêt ah de oui, partage d'écran. alors, Pour il faut que j'arrête mon partage d'écran, c'est ça? voilà, mais bon, c'est très simple. Il suffit d'aller en bas. Vous y arrivez? Alors attendez, share screen. Ah, voilà. Voilà, Hop. parfait. C'est bon là, vous voyez? Oui, parfait. Donc c'est vous qui l'avez Voilà, c'est ça. Je l'ai fait avec un restaurateur, hein, sous la houlette d'un restaurateur qui s'appelle Michel Hébrard et qui a reconstitué les techniques du Moyen Âge en termes de pigments, pinceaux, alors, je vois, luants. c'est un nez très spécial. D'où est-ce que ça vient, ce nez en forme de tire-bouchon? On ne sait pas très bien. C'est la copie un peu infidèle d'un closoir qui se trouve dans le château de Tarascon. Ah, c'est magnifique, hein. C'est un peu infidèle parce que il nous a présenté le pinceau d'écureuil et au début, je refusais de peindre avec de l'écureuil euh, Ah, pour des questions éthiques. bien sûr. Et à la fin, j'ai quand même eu envie d'essayer le pinceau d'écureuil qui est en fait extrêmement malléable et enfin, merveilleux. Et du coup, j'ai rajouté toutes les petites choses tout autour là pour le plaisir d'utiliser le pinceau. Et ça, Ah, c'est pas d'origine. c'est pas du tout à Tarascon. Ça fait plus Renaissance en fait, les petites choses Oui, oui, autour. oui, oui, c'est ça, je suis en train de me dire. Tarascon, Ah, c'est très bien, au ouais. 14e. Et vous voyez, par exemple, on a ombré un petit peu comme ça avec des pigments plus foncés. On a utilisé un petit peu de suie aussi pour vieillir, pour faire comme si c'était un vieux closoir. C'est Mais ça. on a étudié les liants, les différents types de liants, comment ils réagissent avec les pigments, etc. D'ailleurs, en termes de pigments, c'est une question on va dire, de détail, mais quelle matière est-ce qu'ils utilisent? Je ne sais pas si on peut appeler ça des peintres, mais en tout cas, c'est des artisans de Et l'époque. bah, ils utilisent des pigments minéraux C'est ça? comme de l'ocre, ou ils utilisent aussi des pigments qui viennent de réactions chimiques comme le blanc de plomb. Euh, D'accord. Et donc, Ils utilisent des insectes comme la cochenille pour avoir du rouge. Ils utilisent du charbon de bois. Et comme liant, ils utilisent des huiles, par exemple de l'huile de lin ou de la caséine, en fait, qui vient de fromage blanc à tourner.
Voilà. Et donc, pour répondre à votre question, donc, ce sont des artisans qui circulent, qui voyagent. On a pu reconnaître la plume, le pinceau d'artisans dans différentes villes d'Italie ou du sud de la France. D'accord. Et alors, c'est plus un travail d'historien de l'art. Moi, je ne suis pas historienne de l'art, mais il y a des collègues qui, voilà, qui ont pu identifier des techniques et aussi qui ont pu rattacher des artistes à des peintres de fresques et des peintres d'enluminure. Donc, il est possible que les artistes aient été capables de changer de support et de proportion, ce qui est assez nouveau comme découverte. Ah oui. Alors, et donc, finalement, donc, cette part des monstres dans l'iconographie de ces maisons, vous la qualifieriez donc d'importante, alors c'est ça? Beaucoup comment dire, de peinture, beaucoup de, comment dire, comment dites-vous, de closoirs, c'est ça? Le genre, voilà. Le closoir représente des monstres, alors c'est ça dans la France du... Alors, il y a une grande proportion de monstres. Il y a aussi dans l'iconographie des plafonds beaucoup de blasons parce que le blason est là pour dire j'appartiens à telle famille et je suis allié à telle famille et telle famille me soutient. Donc, c'est vraiment un message qu'on envoie aux personnes qui pénètrent dans la salle. Donc, des blasons, des hybrides, des phylactères qui disent quelques mots. Attendez, je peux vous refaire un partage Ah oui, d'écran. oui, c'était magnifique là, ce que vous avez montré. C'est C'est très intéressant de savoir comment, dans une Europe encore assez chrétienne, les monstres peuvent être, comment dire, je dirais pas permis, mais quelles seraient les motivations pour mettre des monstres? Parce que bon, dans la tradition chrétienne, c'est pas forcément évident, non, de représenter des monstres. Est-ce que c'est... oui, parce que les monstres sont acceptés. Si les monstres existent, c'est qu'ils ont été voulus par Dieu. C'est Et ça. on rattache le nom de monstre au verbe mostrare, montrer, pour expliquer que par les monstres, Dieu nous montre, nous explique quelque chose. Donc les monstres ont en fait un rôle didactique à jouer dans la société médiévale. Alors pas forcément sur les plafonds, puisque les monstres qu'on voit sur les plafonds sont hors catégorie, pas vraiment les identifier, donc aucun propos moral n'est rattaché précisément à tel ou tel monstre, mais le fait qu'il y ait des monstres sur les plafonds, voilà, se rattache à toute cette idée que finalement, les monstres nous expliquent quelque chose. D'accord, donc ce sont des créatures. D'accord, donc il y a quand même un lien finalement avec le religieux alors. Avec les... Oui, et au Moyen-Âge, c'est jamais. Oui, c'est jamais tout à fait laïque. Ouais. Voilà. Mais c'est pour ça dire que le mot m'a interrogé d'ailleurs quand vous avez dit élite laïque. Je me suis dit, ah tiens, ça existait, des élites laïques, vraiment. Bah oui, les nobles. C'est ça, Les oui. nobles, Ouais, les c'est rois. ça, par opposition au clergé. D'accord. Oui. Ah non, c'est très intéressant justement. Parce que si jamais on me demandait, mais alors quel genre de représentation est-ce que on pourrait voir sur ces closoirs, je dirais plutôt des figures bibliques, ou je dirais plutôt un chevalier, ou des scènes de guerre, des scènes épiques. Et en fait, non, Alors, il y a quelques chevaliers, quelques scènes de guerre, pas tant que ça. pas tant que ça. Euh, des scènes des Christ ou des anges, on en a très très peu. Et là, du coup, je vous ai fait un petit panorama de ce qu'on trouve. Donc Superbe. là, vous voyez à ma gauche, vous avez un blason. Donc ça, c'est vraiment une grande majorité, les blasons. Je vous ai mis aussi une scène courtoise. Vous voyez une dame qui joue Oui, de la lyre avec son petit chien. déjà à l'époque. Ah oui, voilà. Chien, ouais. Une inscription morale, pensée à la mort. Euh, Voilà, donc ça, c'est début 16e. On a des plafonds qui deviennent plus explicitement moralisants. Ce qui serait peut-être une fontaine de Jouvence qu'on a trouvé sur un plafond italien. D'accord. Alors ça, j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler tout à l'heure. Là, c'est un lapin coursant un chien de chasse. Ah, c'est Et bien. on a beaucoup ça sur les plafonds. Donc si ça vous intéresse, je pourrais développer ça. Ce qu'on appelle le monde renversé, le monde inversé. Ah Le oui, lapin qui course le chien, la femme qui bat son mari. Voilà. ah oui, Euh, oui. donc, C'est intéressant, c'est l'origine de ce monde renversé. Pourquoi là? voilà. Donc, on a des hybrides des monstres, comme on vient de le dire. Ça. Ici, je vous ai mis un blason avec un renard et une chèvre qui dansent. On a beaucoup enfin, quelques scènes qui peuvent venir des fables.
Et puis, je vous ai mis un péteur aussi. Donc, vous voyez qu'il a les fesses nues et il se tient le nez. Il y a même un petit point rouge au niveau de ses fesses pour qu'on comprenne bien. Et donc, on voit qu'il fait sans doute un P odorant. Et c'est une vraie question. Donc, il y a beaucoup de scènes scatologiques Oui, sur les plafonds. Et là aussi, je vous ai préparé un petit, un petit florilège si ça vous intéresse. oui, tout à fait. Et celui-ci pose question, vous voyez, puisqu'il est justement dans le château dont je vous parlais tout à l'heure, le château des archevêques de Narbonne. Donc pourquoi l'archevêque de Narbonne va mettre un péteur sur son plafond dans sa salle de réception? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, donc en gros, les sujets qu'on trouve, que je peux approfondir pour vous. Euh, Bah, oui, surtout sur ce monde inversé, sur ces péteurs. Parce que bon, ça c'est. alors, Ayant une approche je- assez sommaire de la littérature médiévale, il y a toujours des choses qui m'étonnent, mais je crois que vous avez repoussé ces limites de l'étonnement. alors sur le monde inversé, bon, je vous en montre quelques-unes pour en revoir d'autres, mais là, vous avez donc un homme qui se fait tirer un coup de canon dans les fesses. Donc, vous Ah, voyez qu'il y a en fait, c'est un peu un duel. Enfin, c'est le monde alors, inversé et le péteur. Là, vous voyez, il pète, et puis il y a un canon qui. on ne voit pas l'image. Ah, vous voyez pas l'image? Non, alors je pense que. Alors, peut-être que. Alors, attendez, parce qu'il faut que je change. Peut-être que On va c'est y vrai. arriver. Ouais. Voilà, c'est parce qu'il faut que je décide de vous montrer le PowerPoint. Voilà. Ah, c'est ça. Voilà, donc là, vous voyez le duel en quelque sorte de paix Ouais, je vois. Ouais. entre, donc là, vous avez un homme derrière un canon qui tire, et puis sur le closer d'à côté, l'homme qui pète en direction du canon. Ouais, c'est intéressant. Et donc, c'est pas. Donc, en fait, il y en a plusieurs, finalement, des illustrations de paix. Alors, Oui, ouais. oui, il y en a plusieurs. Comment expliquer alors cette. Déjà. Alors euh, là, je vous pense- remets ouais, celui de tout à l'heure. Euh, c'est intéressant. Ouais. on en a aussi peut-être. Comment expliquer parce que ça s'apporte en fait à la scatologie, je suppose, hein, si on devait mettre ça dans un thème. Oui, attendez, juste qu'est-ce que vous voyez comme image là? Vous voyez Alors là, toujours je le. vois le péteur d'avant en plus gros, en Alors, élargi. euh, il y a plusieurs interprétations possibles. Il y a évidemment le côté comique D'accord, euh, c'est vrai, c'est qui, drôle. qui ne nous échappe pas, même si on ne rit pas de la même façon. Vous voyez ici un autre type Ouais. de paix ou de bataille de souffle. C'est ce qu'on appelle le souffle à cul et qui se trouve aussi dans la résidence de l'archevêque de Capestan. Et là, il y a aussi une interprétation, comment dire, sociologique, puisque c'est une tradition qu'on retrouvait encore au début du XXe siècle dans certains villages de France. Vous voyez là, les gens qui sont. C'est une carte, une photo qui a été retrouvée par un collègue de gens qui font la ronde et qui se soufflent au derrière comme ça. Ah, quelle époque? Ça, c'est 19e. D'accord. Ouais. Ah, donc 19e, début 20e. d'accord. Alors, le souffle à cul est aussi à rapprocher d'une tradition qui date du 18e, 19e siècle, de ranimer les noyés, en leur soufflant de la fumée de tabac dans les fesses. Et Ah donc, oui. le long de la Tamise, le long de la Seine et le long du Rhin, il y avait des petites cabanes tous les quelques kilomètres dans lesquelles on pouvait trouver un soufflet et du tabac pour, si on trouvait un noyé, pour essayer de mettre en place Il y a tabac dans les têtes. Alors, de les sauver. en quel Et siècle ça? Ce soufflet? 18e, 19e. Ah, donc bien plus tard, c'est ça? Ouais, ouais. D'accord, ok. Ah, c'est intéressant. Voilà, c'est une tradition qui perdure. Donc voilà, vous voyez, ça peut être lié à des pratiques dans certains villages. Là, il faudrait se rapprocher de l'ethnographie pour bien comprendre le sens de ces pratiques. Pratiques médicales également. C'est ça? Tout ça se rattache en fait de façon beaucoup plus globale à une célébration de la vie en fait, parce que
tant que les souffles circulent, on est en bonne santé. Tant qu'on peut rôter, tant qu'on peut péter, l'air circule et on est vivant. Et c'est ce qu'on voit aussi quand des gens ont des opérations, euh, de l'appendicite ou des complications, des opérations de viscères. La première question que pose le médecin à l'hôpital en allant les voir, c'est est-ce que vous avez été capable de péter? Et parce que voilà, la circulation des souffles, c'est la vie. Et donc tout ça, c'est aussi une célébration de la vie. D'accord. Ah non, 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 c'est intéressant. Ouais. Parce que je vois en plus une guirlande sur avec Alors, la guirlande ici, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en termes de bricolage un quart de rond, qui est en fait une pièce de bois qui a angle droit et ensuite une partie ronde comme ça, et qui sert à cacher l'espace entre la pièce ici qui est verticale et donc entre ces deux pièces, une verticale et une horizontale, et ça couvre-joint un peu. On couvre-joint pour une zone en équerre. D'accord. Alors, parce qu'en fait, le, la petite, comment dire, est-ce qu'on pourrait dire là sur cette iconographie qu'il y a une espèce de chapeau avec une petite guirlande qui ferait de lui un comique? Ah, ceci là, le Oui, chapeau avec la clochette, vous voulez la dire la clochette, clochette? oui. Oui, c'est un fou. C'est ça? Il est habillé comme un fou. Est-ce qu'il y aurait peut-être aussi une dimension, tout simplement, je crois que vous l'avez déjà mentionné, comment dire, de divertissement avec le pet? De toute façon, il y a une dimension de divertissement Oui, c'est ça, et qu'on retrouve dans les farces et dans les fabliaux aussi. Donc, c'est intéressant. il y a un lien avec la littérature justement comique. Et ben justement, d'ailleurs, ça me permet de passer à cette transition. Alors, avant de passer à cette transition, parlons du monde renversé, parce que ça, c'est quelque chose de très intéressant. Est-ce que vous pourriez développer ce concept, cette notion de monde renversé? Pourquoi? Quel but? euh, L'origine? euh, Ça, c'est très intéressant. C'est la première fois que j'entends parler de ce concept. Alors, c'est un concept qui a été développé par la critique au 19e siècle, notamment par la critique italienne, mais qui traverse les époques, qu'on trouve dans l'Antiquité, qu'on trouve même dans l'Antiquité égyptienne, dans l'Antiquité gréco-romaine, au Moyen-Âge, et qu'on retrouve aussi dans des gravures, dans des images d'Épinal du 18e et du 19e siècle. Donc c'est un motif euh, voilà, qui traverse le temps et qui se joue de la hiérarchie par un renversement de valeurs, dont le premier rôle est évidemment comique et le deuxième rôle est sociologique évidemment pour interroger un pouvoir en place, pour le remettre en question de façon plus ou moins agressive selon le type de dessin et selon le médium dans lequel on le publie. Si c'est une caricature qu'on publie dans un journal politique au 19e siècle, ça peut être une façon de questionner le pouvoir en place, alors que si c'est sur une image d'Épinal, ça peut être quelque chose qui joue plus sur le comique. Vous avez ici, je ne sais pas si vous arrivez à distinguer, c'est un plafond qui se trouve à Carcassonne et on voit un cochon, enfin, un animal de la famille du cochon qui porte un tablier et qui est en train d'éviscérer un homme qui est pendu par les pieds. Donc vous avez les pieds là, et les genoux, les jambes qui pendent, et puis le cochon a les mains au niveau du ventre, et puis l'homme pend comme ça. Donc on a aussi du monde renversé au niveau... enfin ici c'est une boucherie renversée. Vous avez une autre scène ici où il est en train d'enlever la peau de l'homme. D'accord. Donc ça, je suppose que est-ce que ce serait plus une critique du pouvoir en place, ou je pense, enfin, je n'en suis pas sûr, ou est-ce que ce serait simplement, euh, comment dire, euh, Là c'est sans doute plus à vocation comique. non. Euh, non, je pense que c'est plus à vocation comique. C'est un plafond de Carcassonne
on n'arrive pas à bien savoir qui est le propriétaire et du coup, c'est pas toujours facile de l'interpréter. C'est ça. Est-ce que c'est très étudié comme ça? C'est parmi les médiévistes, comment dire, ces iconographies qui se rapportent, on va dire, au monde renversé. Est-ce que c'est quelque chose ce sont des études qui sont établies depuis très longtemps, avec beaucoup de praticiens, ou est-ce que c'est assez nouveau? Ça a été étudié pendant un certain moment et comme ça a été beaucoup étudié, ça a été laissé. D'accord. Et maintenant, on y revient. Il y D'accord. a des gens comme Pierre-Olivier Dittmar de l'EHESS qui travaillent sur la notion sur les animaux au Moyen-Âge, sur la relation entre les hommes et les animaux, et qui s'intéressent par exemple à ces questions. D'accord. D'ailleurs, quand on parle de monde renversé, ça relève souvent du rapport homme-animal, comme on a pu voir sur ces deux photos, enfin sur ces deux iconographies, ou il peut y avoir d'autres types de monde renversé, par exemple un manant et un seigneur. Là, vous voyez, là, j'ai changé l'image. Oui, je vois très bien. Donc là, c'est un homme qui porte un bas et qui est poussé par un âne avec une baguette. Hmm. Donc là, on est toujours dans la catégorie du monde renversé, avec un âne qui pousse un homme. Euh, il y a, donc pour répondre à votre question, il y a relativement peu d'exemples d'autres types de monde renversé. Je vais en chercher une rapidement. C'est une image que je n'avais pas préparée, mais je peux peut-être vous trouver une image qui se trouve dans un... C'est souvent le rapport homme-animal qui est. Oui, le plus souvent, c'est homme-animal. D'accord. Je remarque d'ailleurs, là, comme ça, que ces closoirs, en fait, ils sont pas faciles à voir lorsqu'on est en. Ah non, non, ils sont C'est vrai qu'il y très, a très... une dimension un petit peu, je dirais pas secrète, mais de comique discret peut-être, tout simplement, où il faut se pencher, il faut regarder avec attention, où c'est peut-être une petite subtilité du propriétaire des lieux, comme ça, de mettre. Alors, juste, donc là, je vous montre un des rares exemples que j'ai de monde renversé qui ne soit pas homme-animal, D'accord. quoique finalement l'homme soit très animalisé ici, parce que vous voyez, il est à quatre pattes, donc il y a une femme qui a la bouche ouverte, elle a même la langue sortie, un peu comme une furie, et elle s'apprête à donner un bon coup de quenouille à un homme qui est sans doute son mari, hein, si on suit la tradition des Ah, farces et des fabliaux. Et le mari, vous voyez, il est à quatre pattes, donc il est un petit peu animalisé dans sa peur. Donc ça, c'est un plafond qui se trouve vous voyez qu'il y en a un autre juste au-dessus. C'est ouais. parce que c'est ce qu'on appelle un plafond démonté. Il a été démonté, les closoirs ont été enlevés du plafond parce que la maison a été restaurée ou quelque chose comme ça. D'accord. Alors pour répondre à votre question, c'est vrai qu'on a du mal à savoir quelle visibilité on avait des plafonds au Moyen Âge. On pense qu'on les voyait beaucoup mieux que ce qu'on voit maintenant parce que les couleurs étaient assez vives, étaient assez éclatantes. Et on pense que peut-être quand il y avait des soirées ou des moments festifs, à la lueur des bougies, que ça devait se voir encore mieux. Et il est possible aussi que l'homme médiéval ait eu un peu une meilleure vue que nous, notre vue étant très très abîmée par les écrans et autres lectures. Mais c'est une question qui se pose et qu'on pose encore parce que parfois le plafond est à 3 mètres et parfois le plafond, quand c'est dans une église, il va être à 7 mètres, 14 mètres. Donc la question se pose toujours. Alors sur la question de la visibilité aussi, je voudrais vous montrer quelques images pour vous faire comprendre le mal qu'on a à voir des plafonds aujourd'hui. Donc, attendez, j'ai encore changé d'image et je ne vous le montre pas. Je galère un petit peu avec le partage d'écran, j'espère que c'est pas trop On y pénible pour vous. arrive. Ça Voilà. arrive. Ouh, c'est magnifique. Donc ça, c'est justement le plafond du palais des archevêques de Narbonne dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez que quand il manque un closoir, il y a un trou. C'est assez disgracieux, alors que quand il y a des closoirs, ça fait plus joli. Bien plus joli, ben oui. Oui, 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 oui. Ouais, il y a vraiment une fonction décorative. Oui. Donc on voit le blason de l'archevêque de Narbonne dont on parlait tout à l'heure, et on voit ce dont je n'ai pas parlé, mais évidemment les poutres sont décorées également. Ah, Euh, voilà, donc ça c'est un détail. Euh,
Pardon, voilà. Alors, je voudrais vous montrer la difficulté qu'il y a pour nous aujourd'hui à les trouver. Donc ça, Ah, par exemple, c'est une maison médiévale, mais on ne s'en douterait pas parce qu'il y a eu tellement de restauration de façade mhm. que la maison a l'air beaucoup plus moderne, alors qu'en fait, la charpente est médiévale. Et voilà, quand on arrive dans les maisons, certaines sont dans cet état-là, donc très sombre, avec le plafond qui s'effondre, qu'il faut soutenir. Ah oui, ah oui, c'est magnifique. Voilà, et vous voyez ici un exemple de faux plafond, c'est-à-dire que souvent, comme ces plafonds médiévaux ils sont noirs de suie, ils sont sales, ils sont plus à la mode du jour, plutôt que de tout casser, puisque casser la charpente d'une maison, c'est pas forcément très tactique, on faisait des faux plafonds. Donc là, vous avez un faux plafond qui a été démonté et on a découvert en dessous le plafond médiéval. Avec ici, vous le voyez, des closoirs. C'est incroyable. Et donc ça, en fait, c'est du hasard, c'est dû au hasard, c'est dû à des découvertes comme ça. Bah, disons que grâce à des gens comme vous, on essaie de répandre la bonne parole, de faire connaître au grand public tous ces plafonds, de façon à ce que si on voit un voisin, si on entend parler de quelqu'un qui va peut-être casser une charpente, que les gens commencent à avoir le réflexe de dire bon, bah, peut-être vérifie s'il n'y a pas des plafonds peints en dessous. Oui, Quand c'est des monuments un peu qui sont reconnus comme anciens, les monuments historiques essaient d'intervenir. Mais si la maison n'est pas classée, on n'a pas de pouvoir d'intervention. le propriétaire de faire le geste, de faire la Voilà, déco. le propriétaire doit faire le geste et beaucoup de propriétaires ne veulent pas faire le geste parce qu'ils ont peur que ça devienne très très lourd administrativement si leur maison est classée monument historique. Donc par exemple, on m'a raconté en Italie l'histoire d'un monsieur qui dégageait son plafond et il y avait des plafonds peints. Et dans cette ville, il y a vraiment des plafonds merveilleux, donc euh, il y avait C'est sans très doute des fort. belles découvertes à faire. Et quand quelqu'un qui connaissait un peu le sujet lui a dit, mais écoute, je vais revenir demain avec un appareil photo, on va photographier tout ça, le monsieur a cassé son plafond à la hache pour qu'on l'embête pas en fait dans ses idées d'infection de maison. Ah oui, pour pas, c'est ça. Voilà. Ouais, Il y en a d'autres en France, pareil, il y a un responsable des monuments historiques qui se promenait dans une ville, qui a vu un petit peu de poussière sortir par une fenêtre, qui a jeté un coup d'œil, qui a dit «Oh, mais incroyable, regardez, il y a des bouts de peinture qui ressortent ici et ici, je vais chercher mon appareil photo». Et le temps qu'ils reviennent, le propriétaire avait tout passé au ripolin, vous savez, au rouleau de peinture, pour, encore une fois, Ah, il y a pas des trésors comme ça qu'on perd. Ouais, Alors, d'accord. il y a d'autres propriétaires qui sont fascinés par ces découvertes et qui se consacrent corps et âme à avoir un plafond magnifique et restauré. D'autres qui n'ont pas forcément envie de les restaurer, mais qui sont d'accord pour ne pas les détruire, qui font mettre des faux plafonds, par exemple. D'accord. Donc il y a beaucoup, beaucoup de cas. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et je dirais ce Voilà. que j'ai vu, vous pensez beaucoup, encore beaucoup de plafonds peints comme ça en France? Oui, on peut en découvrir tous les mois. Ah oui, Et quand on entend que des centres-villes comme le centre-ville de Béziers vont faire l'objet de rénovation, on a peur que ce soit des rénovations un peu rapides qui ne prennent pas en compte. Vous voyez, parfois on voit juste un tout petit bout de peinture comme ici, ouais, et si on a le réflexe, on peut dire tiens, il y a quelque chose. c'est ça. Là, vous voyez comme c'est abîmé. Voilà, là, c'est une maison qui a été détruite et on a trouvé des poutres peintes après destruction. Ça, c'est à Metz et ça a été récupéré et mis au musée de Metz. Super, d'accord. Ouais. Voilà, là c'est un collègue qui est passé à côté d'une maison et qui a vu ça et qui a juste pu prendre une photo quoi, de ce qui restait. Ah, c'est magnifique. Voilà, là vous voyez que le faux plafond a été cassé, on voit encore le plâtre cassé et puis ce qui apparaît en dessous. Et, Alors parfois, là, je vais juste vous montrer, ça c'est une tablette qui a été découverte par le collègue restaurateur dont je vous parlais tout à oui, l'heure, qui se promenait à côté d'une décharge et qui a vu cette planche-là toute noire, noire comme le bout de bois que vous voyez en bas. Complètement noir. Et il s'est dit, c'est un format de closoir, parce qu'il connaît les closoirs. Donc il a ramené la planche chez lui et il l'a nettoyée au coton-tige, tout doucement. Et il y a ça qui est apparu en dessous. Mais c'était tout noir. c'est magnifique.
Et je vous montre juste une dernière image. Alors, je vais encore jouer avec le partage d'écran. Ah, ça va être passionnant pour des gens comme vous qui êtes comme ça à l'ouvrage. Oui, Découvrez- c'est passionnant et en même temps, c'est un crève-cœur parce qu'il y en a qui disparaissent chaque jour. C'est un travail de deuil. Faut faire le deuil de son corpus un peu tous les jours. Ah, ça, c'est terrible, quoi. On ne peut même pas garder. Là, c'est une nouvelle méthode sur laquelle travaillent certains collègues comme un photographe chercheur qui s'appelle Georges Puchal. Alors, l'image paraît un petit peu bizarre. Vous voyez qu'elle est un peu rose, un peu bleutée. Alors, là, pour l'instant, on ne la voit pas en plein écran. On voit simplement votre dossier. Peut-être dans View Options, dans Options en haut. Attendez, on va y arriver. Voilà. Voilà, vous voyez? Oh, magnifique. On voit assez bien hein, les détails. Donc, vous voyez une dame qui a la main comme ça. Et ça, en fait, c'est un closoir qui est noir, noir, noir dessus. Quand on visite la maison, on regarde le plafond, on dit, bon, on voit rien, on peut pas savoir ce qu'il y a en dessous. Et c'est toujours très cher et très coûteux de faire des sondages, puisque ça demande il faut contacter des entreprises qui vont aller nettoyer des petits centimètres carrés par-ci par-là pour essayer de voir s'il y a quelque chose. Et ça, c'est une nouvelle technique, c'est-à-dire que le closoir a été pris en photo infrarouge. Et ensuite, elle a été retravaillée avec des filtres de couleur pour faire apparaître l'image. Donc là, vous avez une autre image scatologique, puisque vous la voyez celle-ci sur fond bleu. Alors, là, je vois toujours la femme avec la main comme ça. Vous voyez toujours la femme avec la main. Je vais changer. Voilà. On va y arriver. Voilà. Donc là, vous avez une image avec un fond bleu et vous voyez qu'un homme montre un autre homme qui a encore un bonnet de fou et qui se découvre les fesses et dont on voit le sexe et les testicules ici. Ah oui, j'avais Et, pas vu. Bien vu. et c'est pour ça que dans le closoir d'à côté, la dame fait ça, soit parce qu'elle est surprise, soit parce qu'elle rit. Mmh. Et une fois qu'on a ce genre de documents, on peut aller voir la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, avec un vrai dossier et dire regardez les merveilles qui se cachent sous la suie. Alors, Donc quel est c'est le processus ensuite? C'est-à-dire que la DRAC s'occupe de. Comment ça se passe? Ils prennent des photos, voilà. ensuite le propriétaire fait ce qu'il veut ou est-ce qu'il y a un démontage des. La DRAC aide au financement. Donc nous, on travaille avec les propriétaires des maisons, s'ils sont d'accord, et on les aide. Alors quand je dis nous, je vais leur parler après. Euh, on les aide à monter un dossier de demande de restauration. D'accord. Euh, voilà. Et quand je dis nous, je parle de l'Association internationale de recherche sur les charpentes et les plafonds peints. Ah, vous voyez pas non plus. Faut que je. C'est un joli nom, l'Association internationale des Voilà. plafonds peints. Vous voyez? C'est une Ah oui, page internet, oui. ça fallait le trouver ce nom-là. Les Voilà. représentants des plafonds peints médiévaux. Et donc, c'est le doux nom de Merci. RCPPM. Et je vous recommande, si vous êtes intéressé, d'aller sur ce site, puisque donc il y a les articles. Alors, la communauté de chercheurs sur les plafonds peints est très soudée. On a des chercheurs en Italie, en Espagne, au Portugal, qui partagent leurs recherches, qui partagent leurs articles. Et voilà, on met des articles en Vous êtes ligne. sur Twitter, donc on va vous suivre. Merci. Et vous voyez qu'ils ont fait un travail magnifique, une carte interactive des plafonds peints, Ah, qui c'est n'est pas génial. tout à fait un jour, mais c'est très difficile de la maintenir un jour, puisque comme je vous dis, on a des découvertes tout le temps. Et vous avez donc cette carte qui permet de voir où il y a des plafonds, certains plafonds qui ont été démontés. Donc, par exemple, la couleur orange, ça veut dire que le plafond existait ailleurs et qu'il a été démonté pour être mis au musée. Vous voyez le plafond de la guilde des tisserands. Des plafonds qui sont cassés, comme à Metz, que je vous ai montré tout à l'heure. Des plafonds qui sont en place. C'est tout le sud de l'Europe qui est assez garni. Hein. Voilà, alors il y en a beaucoup au nord de l'Italie, sud de la France, nord de l'Espagne, avec aussi plusieurs choses absolument magnifiques en Sicile.
Et puis, on a trouvé récemment, enfin, on a trouvé quelques plafonds en Suisse. Ils C'est sont ça, pas je vois. oui, en Suisse. Et puis, quelques-uns plus tardifs en Écosse, par exemple. Est-ce qu'il y a une explication, en fait, que ce soit majoritairement dans le sud qu'on ait tous ces points, et pas forcément en Belgique ou dans le nord de la France ou à Alors, Luxembourg? ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une circulation d'artistes sur cet axe-là. C'est ça. Ensuite, est-ce que il y a des plafonds qu'on n'a pas trouvés parce qu'ils ont été détruits? Parce que dans certaines zones de France, on trouvait que c'était moins à la mode. Donc pour l'instant, par exemple, on en a découvert beaucoup, beaucoup à Metz. Et on se disait, mais pourquoi Metz? Est-ce que c'est un îlot isolé ou est-ce qu'il y en avait par exemple aussi à Reims ou à Troyes, mais qu'on ne les a pas encore trouvés, ou ils ont été détruits, ou. Ok. Voilà. Donc Hein, c'est vraiment un travail en cours c'est ça. Hein, et qui est fait beaucoup par la RCPPM, qui est constituée de bénévoles qui enseignent à l'université, qui sont retraités de l'université ou qui sont retraités d'autres professions culturelles et pas forcément, mais aussi des propriétaires de maisons qui, ayant découvert des plafonds chez eux, ont eu envie de s'investir pour la cause. Et c'est un groupe voilà, qui fonctionne très très bien, qui publie et qui documente tout ce qu'on trouve. quand est-ce qu'il a été créé, ce groupe, si je peux demander? Je crois que c'est 2008. Ah, donc c'est récent, hein. C'est récent. Mm. Ah, c'est intéressant. C'est toujours intéressant de demander les dates, Ouais. de, de voir un petit peu dans le temps depuis quand c'est devenu vraiment un mouvement ou un centre d'intérêt. Ouais, donc c'est récent. Ouais, non, c'est vraiment très très bien. Très, très bien. Ben ça, c'est quelque chose qu'on regardera avec attention, qu'on suivra avec attention, parce que je vois que vous êtes sur Twitter, Facebook et YouTube. Voilà. Les réseaux sociaux, ça compte beaucoup aujourd'hui pour toucher un Et grand. voilà, on essaie, et ça c'est beaucoup le travail des doctorants justement de l'association qui ont plein d'idées, plein d'énergie. Ah, ça, et toujours. Euh, alors, une autre question, donc, toujours par rapport à ces plafonds. Euh, Est-ce qu'on peut dire que l'image n'a qu'une fonction décorative ou peut-elle tenir un propos politique et social? Parce que finalement, on l'a vu, euh, c'est sûr, il y a un propos social, ça peut être la comédie, le rire, la critique aussi. Moi, ce qui m'intéresse en particulier, c'est le propos politique. Euh, Vous aviez dit que ça pouvait être une critique. Est-ce que vous pourriez développer comment dire, cet aspect-là, cette portée politique de la décoration, et peut-être la mettre en lien avec la littérature de l'époque, qui, je crois aussi, à certains égards, euh, n'était pas qu'un récit épique, mais aussi parfois une critique. Euh, je vous laisse la parole. Euh, alors, bah, la première, donc effectivement, ce ne sont pas que des ornements, ils ont une fonction. Ah, je Euh, connais vous, ouais. euh, une fonction politique surtout par l'utilisation des blasons que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, à savoir que quand on met des blasons chez soi, on dit moi j'appartiens à tel réseau. Et un chercheur dont je vous parlais tout à l'heure, Pierre-Olivier Dittmar, a comparé les plafonds peints à Facebook au mur d'amis de Facebook. C'est pas vrai. Et ça marche bien pour dire voilà, moi sur mon plafond, je dis qu'un tel est mon ami, un tel est mon ami, un tel est mon ami. Moi, je fais plutôt partie de tel clan. Et du coup, il vaut mieux pas m'attaquer parce que j'ai telle personne qui me protège. Voilà, donc quand on arrive chez la personne, on regarde le plafond et on voit son réseau d'amis et on sait un peu comment se situer. Donc, de ce point de vue-là, il peut y avoir une dimension politique. D'accord. Euh, il y a aussi, par exemple, ce qu'on peut appeler une dimension apotropaïque. Donc, l'apotropaïque, c'est ce qui repousse le mal. Et sur certains plafonds, il peut y avoir, alors je vais vous la chercher. Donc, en fait, par rapport aux politiques, c'est finalement une question de réseau, quoi. C'est-à-dire, Voilà, montrer son réseau.
Est-ce qu'on est dans la critique finalement ou pas? Est-ce qu'il y a des parties de plafond ou est-ce qu'il y a des décorations qui visent à faire une critique du pouvoir en place ou c'est vraiment simplement pour l'instant, enfin, de ce que vous avez pu voir pour l'instant, plutôt une démonstration d'un réseau? C'est plutôt une démonstration de réseau. D'accord. Euh, un, un historien de l'art qui s'appelle Terence Le Deschaux de Montredon, qui a travaillé sur les fresques, a bien montré que par les fresques, on pouvait avoir un propos plus politique, soit pour affirmer une vassalité, soit pour affirmer une rivalité avec un voisin. D'accord. Donc ça, c'est plus centré sur les fresques. Pour l'instant, on a un petit peu de mal à le démontrer sur les plafonds. Moi, c'est comme une critique parce que si jamais on a des amis qui sont pas forcément les amis des autres invités, ça peut démontrer aussi une appartenance comme ça et donc une opposition. Oui, c'est ça. On peut se rattacher à une faction. C'est ça. C'est vrai. Et donc moi, en tant que littéraire, mon propos, c'est aussi de regarder quel lien il y a, non plus avec la politique cette fois, mais avec la littérature. Ah, Euh, quelle littérature on met chez soi, quelle littérature on met sur son plafond. Donc on a vu tout à l'heure des liens avec les fabliaux et les farces. Ce qui est compliqué déjà, parce que les fabliaux et les farces, c'est 12e, 13e nord de la France, et les plafonds, c'est 14e, 15e sud de la France. d'accord. Donc, voilà, il y a un fil rouge entre les deux. Ça relève sans doute d'un comique universel, mais pour faire le lien texte-image, c'est un petit peu acrobatique. Je vais vous montrer quelques images. Je suis désolée d'avoir à couper le partage d'écran à chaque fois. Non, vous inquiétez pas. Tant qu'on peut voir, c'est le principal. Est-ce que c'est ça, c'est intéressant ce côté lien entre littérature. Vous, vous êtes à la base vous êtes comme une spécialiste des textes. Et donc, Oui, en fait, c'est le texte qui vous a amené à l'iconographie ou c'est l'iconographie que vous avez abordé par curiosité qui vous a ramené au texte? parce que je suis littéraire, donc même si Oui, l'université a un peu les idées larges maintenant, un peu plus, je suis quand même obligée de rester dans mon domaine de recherche. Donc en m'intéressant au plafond, je dois m'intéresser à la relation texte-image. mais de toute façon, je crois que de toute façon, dans le texte médiéviste, vous avez l'iconographie. Donc, c'est ça peut-être le point de. Oui, c'est ça. Mon Entre premier vous. travail, mes premières amours, c'était la relation texte-image dans les manuscrits médiévaux. Et D'accord. du coup, je regarde un peu ce qui est transposable dans les plafonds, ou pas transposable, justement. D'accord. Donc, là, par exemple, un des premiers cas d'écriture ou de lien avec la littérature sur les plafonds, c'est les écritures sur les phylactères. Comme ici, il est écrit Espérance me déçoit. Et j'ai une collègue qui est doctorante qui a montré que c'était sans doute tiré d'un poème d'Eustache Deschamps. Deux. Donc, de Eustache Deschamps, c'est un poète du XIVe siècle. D'accord. De quoi, Voilà. c'est-à-dire, Ouais. Hmm. vous avez dit que c'était une peinture faite sur phylactère? Oui, alors le phylactère, vous voyez l'image? Vous voyez un ruban écrit? Oui. Oui. Alors donc, ce ruban sur lequel il y a une écriture, c'est ce qu'on appelle un phylactère. D'accord, ok. Parce que moi, j'avais le phylactère, l'autre. D'accord, ok. D'accord. Donc, on appelle ça un phylactère aussi. Voilà. Et donc, ça met en valeur l'écriture. Ouais, Et ouais, ça donne une dimension iconographique à l'écriture par le jeu des plis. bien sûr. C'est hyper intéressant. Ici, ici, on a un autre lien texte-image toujours avec l'écriture, c'est le rébus. Ah, Bon cœur fait tot, et puis dans le clausoir suivant, il y a bien. Bon cœur fait tout bien. c'est vrai. Moi, j'aurais dit comme ça, de première vue, bon cœur, fais-toi. Ok. Oui, c'est vrai. Mais il manquerait le i. Ah, c'est Et pas un puis, T, ça? c'est D'accord. un T. Ah, c'est un T, c'est vrai. FES et plus loin, TOT. Un bon cœur fait, comme vous dites, quelle fonction? Fest, tot, bien. Ah, fais-toi bien. Ok, donc fais tout bien. D'accord. Ah, c'est Voilà. bien. Donc ça, c'est un plafond, c'est ça, on dirait un closoir. C'est un closoir. Ah, ça y est, je deviens spécialiste maintenant. Ouais.
je vais vous montrer d'autres jeux de liens texte-image. Là, donc là, c'est ce que j'avais appelé le degré zéro de relation texte-image, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien. On a des images qui sont prétextes à mettre du texte. Donc ici, vous avez un ange au-dessus duquel il est écrit Timete Deum, craignez Dieu, et Bene Facite, faites le bien. Alors pourquoi avoir une relation zéro? Parce que il n'y a pas vraiment de... Vous voyez, là, c'est un... Enfin, en fait, quand on regarde ce plafond, on voit que les anges et puis cet hybride avec un dragon se trouvent un petit peu partout dans le plafond et en disant différentes choses. Et il n'y a pas de lien explicite entre un personnage et les mots qu'il dit. D'accord. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Il est juste là en mode décoratif. Alors, je vais vous montrer cette image qui est très, 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 très belle. Donc là, il s'agit de 4 closoirs. Ça a été étudié aussi par un doctorant qui s'appelle Hugo. Hugo. Appelons-le Hugo, il se reconnaîtra. Qui montre la rencontre entre un soldat et un escargot. Et ça, on a beaucoup, beaucoup. Donc là, c'est 4 closoirs. Le montage a été fait par Hugo. 4 closoirs qui se suivent et qui montrent donc une rencontre entre un soldat et un escargot, sachant que le soldat et l'escargot, on voit ça beaucoup dans les manuscrits du Moyen-Âge. D'accord. C'est vraiment une image marginale connue avec différents types d'interprétations. Il peut y avoir une interprétation religieuse en disant que l'escargot, c'est comme le Christ, parce que quand il sort de sa coquille, c'est comme la résurrection. Eh oui. Il y en a d'autres qui voient un sens sexuel de la perte de virginité de la jeune femme. Il y a différents... C'est difficile de fixer l'interprétation de la rencontre du soldat et de l'escargot. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'ils parlent en fait. Ah oui. Donc, comme c'est à Carcassonne, c'est écrit en occitan. Seigneur Escargao, laissez-moi passer, s'il vous plaît. Donc, Seigneur Escargot, laissez-moi passer, s'il vous plaît. Excellent. Donc, on a quand même un soldat très, très poli. Et à droite, on a l'escargot qui dit, qui n'est pas poli du tout, l'escargot, hein, qui dit par le cul de Dieu, Jam, passerau, car mon père m'agate. Donc, j'ai pas réussi à tout comprendre. Ça commence en disant par le cul de Dieu, vous ne passerez jamais, car. Et on a du mal à comprendre la dernière phrase, car mon père me guette, car on ne sait pas très bien. Pas un spécialiste de Citan, malheureusement. Même les spécialistes de l'Occitan n'ont pas complètement trouvé. L'escargot, rappelez-nous, donc, la signification d'escargot, c'est. Je vous dis, il a un sémantisme très très large. Ici, ça me fait beaucoup penser en littérature au passage du guet, parce que que ce soit Lancelot ou d'autres chevaliers sont confrontés souvent dans la littérature à un endroit qu'ils doivent passer, et il y a un monstre qui en défend le passage, pour une raison qui est totalement inconnue et qui entraîne un combat. Et c'est un combat qualifiant puisque le héros tue le monstre et peut passer. Donc là, le fait qu'il demande le passage et que l'escargot le refuse me fait penser à ça dans la littérature. D'autres y ont vu aussi l'idée d'un homme avec une femme qui dirait « mon père me surveille, car mon père m'agate, mon père me surveille ». C'est une autre hypothèse. Encore une autre hypothèse que j'ai posée, on sait que c'est dans une maison de marchand. Et vous voyez, les points dans les phylactères, les points rouges séparent les mots. Comme ici, Seigneur, point rouge. Si vous, point rouge, plaît. Donc, c'est ce qu'il faut en général. Les points rouges séparent les mots. Ici, par le cul de Dieu. C'est pas systématique, mais en tout cas, il n'y en a pas au milieu des mots. Et ici, il y en a un au milieu d'escargot. Vous voyez, il y a un point. Alors, escargot, ici, on l'a écrit E-S-C-A-R-G-A-U. Et il y a un point au milieu. Ce qui fait voir, ici, il y a un mot qui est escar. Et escar, en ancien français, ça peut vouloir dire quelqu'un qui est avare, qui est pingrat. Et du coup, peut-être que dans cette maison de marchand,
euh, cette figure animalisée, un petit peu diabolisée, avec ses cornes et sa couleur rouge et ses dents et sa langue, peut-être que c'est aussi l'avare, celui qui ne permet pas au commerce de fructifier parce qu'il bloque l'argent, et que du coup, voilà, une stigmatisation du cupide. Et alors deux questions qui me viennent. La première, c'est est-ce qu'on retrouve cette opposition escargot, soldat, ou en tout cas épreuve entre animal et, euh, et humain dans les textes de littérature que vous étudiez? Ou c'est vraiment spécifique à l'iconographie, il n'y a pas de... C'est un motif iconographique, c'est pas un motif textuel. C'est bizarre quand même, parce qu'on pourrait Ah dire oui. comment dire, l'artiste souvent rejoint la littérature dans une période spécifique, ou en tout cas il y a des relations, et là en fait non, pas du tout. D'accord. Bon. Et quand il est présent dans l'iconographie, c'est souvent dans les marges et sans texte. Sans texte associé précisément à ce motif, donc c'est très difficile de l'interpréter. D'accord. Et la deuxième question que j'avais, c'était par rapport à l'iconographie elle-même, en tout cas à la représentation, en tout cas à l'interprétation que peut-être l'artiste a voulu donner. Est-ce que il y a un lien entre ce qu'ont pu faire par exemple les Grecs et les Romains et les artistes de l'époque médiévale? Est-ce qu'il peut y avoir des comme ça? Parce que vous parliez de fables. Moi, le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est Ésope. Est-ce qu'il y a comme ça une culture gréco-latine qui on retrouve peut-être parfois dans les iconographies, dans la décoration, ou est-ce que vraiment on a affaire à un siècle complètement différent qui étanche? Alors on trouve, alors je vous disais tout à l'heure, le monde à l'envers, par exemple, qui se trouve déjà dans l'iconographie et dans les textes gréco-romains. Ésope, tout à fait. Là, j'ai descendu un petit peu l'image pour que vous voyez la cigogne qui mange Mhm. dans son plat tout en longueur, C'est et ça. qu'on trouve également. Voilà. Je sais pas, est-ce que vous voyez l'image ou est-ce que je dois encore Alors modifier? là, je Est-ce vois que vous voyez votre vous dossier, voyez mais le, vous voyez le dossier, mais pas le. pas encore. C'est devient professionnel de. Ah non, là, c'est pas tellement. Voilà. Donc donc la fable qu'on trouve le plus, c'est le renard et la cigogne. Et justement, je me demandais pourquoi elle était autant sur tous les plafonds peints, alors qu'on trouve pas, on trouve d'autres fables, mais pas forcément beaucoup. Et dans l'Antiquité, on fait le parallèle entre la malpolitesse du renard qui n'a pas donné le bon plat à la cigogne et la malpolitesse des gens à table qui ne savent pas intégrer les autres à la conversation, qui vont continuer sur le sujet qui les intéresse sans prendre en compte que ça exclut des gens de la conversation. Et du coup, une partie de mon travail, c'est de voir si, par exemple, l'image nous, l'image vient de l'Antiquité et perdure au Moyen Âge. Est-ce que ce qu'on en disait dans l'Antiquité est toujours vrai au Moyen Âge? Est-ce qu'on peut l'interpréter comme ça aussi au Moyen Âge? D'accord. Pour l'instant, j'en suis pas sûre, mais je cherche. C'est Plutarque qui le dit, et Plutarque n'est pas très connu au Moyen Âge. Est-ce qu'il y a d'autres iconographies qui se retrouvent? Pas Par tant rapport que ça, parce que aux Romains. euh, c'est surtout le XVIe siècle qui va retrouver Oui. l'iconographie, les poutilles, euh, toute une partie de l'iconographie romaine. On va la retrouver avec la redécouverte, enfin, une redécouverte de l'Antiquité, parce que le Moyen-Âge connaissait bien l'Antiquité quand même, mais voilà, les motifs antiques, ça va surtout être au XVIe. Alors, avant de vous poser la dernière question qui portera donc sur euh, finalement la traduction française euh, dans les catalogues en langue latine de toutes ces listes de monstres, une question que peuvent se poser peut-être euh, beaucoup de gens, c'est combien ça coûte ces closoirs? Est-ce qu'on a des estimations en euros d'aujourd'hui, ou en tout cas
en termes de proportion d'un salaire est-ce qu'on arrive à avoir une idée Vous voulez dire aujourd'hui ou à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, on en trouve dans les ventes aux enchères, hein. Ça peut coûter 200 €, 300 €. Ah, mais alors, faites, je suppose, pas des enclosoirs d'époque. Je suppose pas des closoirs d'époque. Si? Si, si, des closoirs du Moyen Âge qui ont été démontés, volés, perdus et Ah, oui, qui se c'est exactement retrouvent ce que je voulais savoir. Oui, oui, oui. Donc, ça coûte. les antiquaires. Bah, d'ailleurs, j'ai reçu sur Facebook ce midi l'annonce pour des closoirs à acheter. Ah oui, et vous-même, est-ce que vous achetez les closoirs? J'achète pas de closoirs, je vais peut-être m'y mettre, mais pour l'instant, j'en ai pas acheté, mais j'ai De toute des façon, collègues qui en pas ont acheté. encore. D'accord. J'avoue que les closoirs, si vous voulez, je vous ferai passer sur Facebook l'annonce. Euh, Ce Ces serait pas closoirs-là représentent des anges, donc c'est pas assez profane pour moi. Ah Et oui, c'est vrai que vous travaillez plutôt sur la partie profane. voilà. D'accord. Ah oui. Et donc, vous dites que ça coûte entre 200 et 300 euros. Oui, enfin ça dépend. Après, il y a des enchères. Si l'artiste est bon, on peut aller jusqu'à 1000 €. D'accord. Ah oui, donc il y a, je suppose aussi, au-delà des chercheurs, toute une population d'amateurs qui s'intéressent aux closoirs, aux artistes qui les ont faits, à l'histoire, c'est ça? D'accord. On en a trouvé l'autre jour quelqu'un qui a pris une photo sur un étal dans un vide-grenier. Quelqu'un qui a trouvé des planches comme ça dans son grenier et puis qui les vendait. Donc, Est-ce que c'est vendu? Est-ce que comment dire, ça a été déjà restauré ou on vend de tout type de closoir, quel que soit leur état? bah, si c'est restauré, souvent ça veut dire qu'ils ont été reconnus comme pièces de musée. Donc, Donc ça se vend. Très intéressant. Et moi, je pensais vraiment que ça appartenait qu'au musée, ce genre de choses. non, Pas du tout. Pas on, du tout. Donc, on trouve peut-être chez des gens. Oui. d'accord. Oui. Alors donc pour la dernière question, donc on parlait donc des monstres. Quels sont ces catalogues en langue latine? Euh, Est-ce que vous avez pu les traduire? Ce que vous parliez, je crois que vous parliez de l'établissement d'une traduction en français au XIIIe siècle de ces catalogues. Alors, quel était comment dire, le but de ces catalogues? Pourquoi faire une liste des monstres? Et pourquoi justement attendre le XIIIe siècle pour leur traduction en français? Alors, effectivement, donc on a commencé la séance en parlant des monstres sur les plafonds peints. Et c'est vrai que si je suis venue au plafond peint, c'est parce que d'abord, je travaillais sur les monstres. Donc avec le collègue Pierre-Olivier Dittmar qui enseigne à l'EHESS dont je vous parlais tout à l'heure, on a commencé l'édition et la traduction de la première encyclopédie de monstres en langue française qui date de la fin du XIIIe siècle. De la fin du XIIIe siècle. De la fin du XIIIe. D'accord. Donc, depuis l'Antiquité, il y a des catalogues de monstres qui circulent avec des listes relativement figées. On va parler d'abord, je ne sais plus lequel il y a d'abord, mais après. Alors, les monstres et les peuples monstrueux. Au Moyen-Âge, ça va aller ensemble. On va voir par exemple, ici, vous avez un Onocentor. Homo centaure. Onocentor qui a un haut humain et le bas un peu comme enfin, le bas hybride. Mais on parle beaucoup aussi des cynocéphales, qui sont les hommes à tête de chien. D'accord. Les sciapodes, qui sont des hommes qui n'ont qu'un seul pied, qui n'ont qu'une seule jambe avec un seul grand pied. Et en fait, ils se couchent. Et comme ça, ils peuvent se protéger de la pluie ou du soleil avec leurs pieds. Et ils peuvent aller très très vite parce qu'ils roulent. Ils font la roue avec leurs pieds et ça leur permet de se déplacer très vite. Sur les sciapodes, il y a les blénies qui n'ont pas de tête et qui ont les yeux ici sur le torse et le nez ici et la bouche sur le ventre. Voilà, et il y a les cannibales, bien sûr, les cyclopes. Et donc, ces catalogues de peuples monstrueux circulent au Moyen-Âge et on les retrouve dans l'iconographie même des églises. Et puis, au XIIIe siècle, quelqu'un décide de traduire ça en français. Alors, le premier élément d'explication, c'est qu'au XIIIe siècle, on traduit beaucoup de choses en français. On a un désir encyclopédique en français et on se met à traduire le monde et tout ce qu'on sait du monde en français.
Le XIIIe siècle est considéré comme le siècle encyclopédique. La deuxième raison, c'est que notre auteur, qui est malheureusement resté anonyme, souhaite dénoncer le monde dans lequel il vit et il va utiliser les monstres pour le faire. Donc c'est un texte qui commence de façon assez conventionnelle pour le Moyen-Âge, enfin, ce qu'on croyait être conventionnel, en disant, eh bien, en Occident, tout le monde est beau, noble, bien élevé, civilisé. Et en Orient, c'est tous des monstres, des sauvages, qui vivent dans les forêts, les déserts, qui ont des mauvaises manières, qui commettent l'adultère. Ils sont vraiment affreux. Et donc, en Occident, on est bien, et en Orient, ce sont des monstres. Ça, c'est l'introduction. Et cette introduction a été utilisée par des collègues chercheurs il y a un certain temps pour prouver la xénophobie médiévale. Et en fait, quand on lit ce texte, on se rend compte que c'était un faux semblant. L'auteur essayait de rendre son ouvrage non polémique au début, pour ne pas faire peur. Et puis ensuite, il décrit les peuples monstrueux un par un. Et puis à la fin de chaque peuple monstrueux, il dit, mais attendez, on n'a pas, nous, des comme ça on n'a pas aussi ce genre de personnes chez nous. Mais si, on a un tel et un tel. Et d'ailleurs, finalement, ils sont pires. Et il conclut en disant que les vrais monstres, c'est nous. Les Européens, c'est ça? Nous, les Européens. Voilà, donc c'est un retournement qui est assez fabuleux. Et donc, on est en train de traduire ce texte. Enfin, ça y est, on a... C'est ça? Pardon? En nouveau français, c'est ça? En français d'aujourd'hui, c'est ça? En français moderne, voilà. On a fait l'édition, la traduction. Ça va apparaître dans cette collection-là, d'ailleurs, qui s'appelle Champion Classique. Faisons un peu de publicité, dites-nous. Voilà. Une édition bilingue. C'est pas notre livre, hein, mais ce sera dans cette collection-là qui... Comment s'appelle la collection? Champion Classique. Ah oui, je crois que je le connais très bien, ouais. Champion Classique, d'accord. Oui, ils ont écrit d'autres choses, ouais, dans ce genre. Et donc, quand vous dites bilingue, c'est-à-dire qu'on aura le texte en ancien français et en nouveau français, c'est ça? Voilà. Super. Et ce sera avec les iconographies, j'espère. Avec l'iconographie. Et ce sera d'autant plus intéressant que l'auteur est incroyable et il fait des jeux de mots et des jeux de répétition. Et par exemple, il dit que il explique que c'est quand on fait des dons qu'on obtient le pardon. Et donc, il joue pardon, parle-don et pardon. Et sur 6 vers, il dit parle-don, on obtient le pardon, pardon, pardonner, pardonnant. Et le texte devient fou. Et alors, je vais juste vous donner un exemple, par exemple, d'un exemple de sa critique sociale. Quand il parle des cannibales, il dit mais est-ce qu'on a des cannibales chez nous? Il dit, mais oui, bien sûr, c'est les seigneurs. Ah puisque oui? Les seigneurs, à force de nous pressurer d'impôts, nous mangent. Et donc, ils nous tuent et ils font des enfants orphelins parce que ils prennent tout au père, ils prennent tout à la mère et leurs orphelins meurent de faim. Et puis après, il dit, mais attendez, mais en fait, les nobles sont pires parce qu'ils mangent les gens vivants, alors que les cannibales ont la décence de manger les gens morts. Donc, je crois qu'il est dans le comique aussi, ouais. C'est vrai qu'il y a une hiérarchie entre manger les gens vivants et manger les gens morts. Oui. Non, c'est amusant. Et est-ce que finalement, donc, il y a, à travers cette traduction que vous faites, qu'est-ce que vous apportez finalement alors comment dire, à ce domaine de recherche? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles que les chercheurs ou en tout cas que le grand public va apprendre? La première chose que je tirerai de ce que vous venez de dire, c'est simplement cette démonstration que comment dire, il n'y avait pas forcément en Orient comme ça finalement je dirais pas l'Orient n'était pas pire que l'Europe. Est-ce que qu'est-ce que vous pensez de cet aspect de la xénophobie de l'Europe médiévale? Parce que on avait deux autres chercheuses avant de l'Université de Cambridge qui disaient qu'effectivement l'Europe médiévale n'était pas forcément ce qu'on croyait par rapport à ça. Quel est votre avis là-dessus? Je pense que justement on apporte une pierre à l'édifice pour remettre en perspective la xénophobie médiévale. Voilà, on ne peut pas dire tout sur la xénophobie du Moyen-Âge parce que c'est très large, mais en tout cas on a
on a un texte qui a servi de prétexte à prouver la xénophobie médiévale, et on prouve que cette preuve-là n'en est pas une, et qu'au contraire, il dit tout l'inverse. Donc ça, c'est déjà une pièce d'argumentation. On montre aussi qu'il y a une très très violente critique sociale à la fin du XIIIe siècle, qui n'avait pas forcément, parce qu'on connaît beaucoup de courants contestataires au XIVe siècle, mais là, il a une critique d'une violence énorme. Je ne sais pas si vous voyez l'image que j'ai mise là, quelqu'un qui porte un gros sac. Je vois tout à fait le gros sac, la personne. Voilà. Donc ça, c'est l'image qui représente les spoliations des pauvres par les seigneurs. Ah, donc ça, c'est le 13e siècle, c'est ça? Pardon? Ça, c'est le 13e siècle? Ouais, fin 13e. Ah, donc Donc déjà, vous avez les petits orphelins en bas à gauche qui sont en train de mourir de faim. Un soldat ici de dos qui surveille que tout se passe bien. Et puis quelqu'un qui va porter chez le seigneur le sac, comme dit le texte, le sac, le pain de paille, donc toute la nourriture des il y a gens. déjà un mouvement anti-taxe à l'époque. Voilà. Et puis, mais c'est très violent. Il dit par exemple, il critique, il dit voilà, les cyclopes, ils font le mal. C'est normal parce qu'ils n'ont qu'un seul œil, donc ils ont un petit peu de mal à distinguer le bien du mal. Mais les cardinaux, qui sont l'équivalent des cyclopes, eux, ils font le mal alors qu'ils ont deux yeux. Donc ils savent où est le bien et ils ne sont pas capables de le faire. Et il dit des cardinaux qu'ils entretiennent des prostituées, qu'ils boivent tellement qu'ils sont saouls, qu'ils disent leurs prières à l'envers, qu'ils se font pipi Wow. dessus. Enfin, c'est un texte d'une virulence et presque, le mot est évidemment peut-être un peu anachronique, mais il est anarchiste. Il y a rien ne reste. D'où la question que je me posais au départ par rapport à cette thématique justement de la traduction. Qui est à l'origine de ce texte? Est-ce que c'est un moine? Parce que le moine, ce que j'ai compris des textes médiévaux, c'est que c'est souvent des équipes, des petites équipes comme ça, un peu partout en Europe, surtout de moines qui faisaient ce genre d'enluminure, de texte. Alors, est-ce que c'est un moine aussi, ou est-ce que c'est un laïc? Est-ce qu'on a des traces, des réponses par rapport à l'origine du document que vous avez traduit? Alors, bon, c'est anonyme. C'est traduit du latin. Donc toute la liste des monstres est traduite du latin. Et elle est plutôt bien traduite, sauf quand il fait exprès de faire un écart parce que ça l'arrange, qu'il utilise dans son argumentation. Mais il y a une origine latine qui est bien traduite. Donc c'est quelqu'un qui comprenait le latin. C'est quelqu'un qui maîtrise les codes de la rime et du rythme, et qui a une belle plume de ce point de vue, même s'il a une syntaxe d'une grande complexité qui a rendu la traduction très difficile pour nous. Et cette syntaxe d'une grande complexité nous fait penser à un emballement oral, donc qui nous fait penser à plutôt un prêcheur, quelqu'un qui a l'habitude de s'exprimer oralement, de faire des jeux de mots. Un prêtre alors? Alors peut-être un frère prêcheur. Et puis. Un frère prêcheur, c'est différent d'un prêtre? Pardon, hein? Est-ce qu'un frère prêcheur, c'est différent du mot prêtre? Oui, oui, parce que le prêtre est rattaché à une église, alors qu'un prêcheur peut se déplacer. C'est vrai. Et puis, donc peut-être un Augustin. C'était l'hypothèse qu'a posée le premier éditeur du texte, qui était allemand et qui a édité juste la partie textuelle, enfin, qui a édité juste l'ancien français, qui s'appelait Alphonse Hilka. Et il avait pensé à un moine Augustin. Et on s'est rattaché finalement, après avoir posé plein d'hypothèses. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est une béguine? Est-ce que c'est... On a cherché beaucoup d'hypothèses et on est revenu finalement à l'idée d'un Augustin. Vous êtes, je suppose... Pardon, excusez-moi, je vais finir. Non, mais pour répondre à l'autre partie de votre question aussi, qui peut commander ça? Qui lit ça? Il n'y a pas de... Enfin, on ne sait pas trop pour le commanditaire, mais au moment où il critique les nobles en disant que c'est vraiment des monstres, il dit qu'ils sont tous affreux, sauf la dame d'Anguien. Et le premier éditeur a aussi posé l'hypothèse que cette dame d'Anguien était la mécène,
comme C'est logique. industrie. Et évidemment, se pose la question de pourquoi une femme noble commanderait un texte qui critique les nobles autant. C'est ça. Et Hmm. comment dire, la question que je me pose, c'est la dernière. Quelle est la différence entre le texte latin et le texte ancien français? Est-ce qu'on peut dire que ce texte ancien français rajoute toute la couche de critique sociale et politique et qu'elle n'existe pas dans le texte latin? Est-ce qu'elle existe déjà dans le texte latin, cette critique-là? Alors, elle n'existe absolument pas. En gros, dans le texte latin, il y a 2 phrases par peuple monstrueux. Ils habitent à tel endroit, ils ont telle caractéristique, ils mangent ça. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, il a traduit le texte latin et ensuite, il a rajouté plein de détails sur le peuple qu'il a inventé, plus après ce qu'on appelle une moralisation, c'est-à-dire une interprétation du peuple en lien avec la société du XIIIe siècle. Ah, Donc, il y a un rapport de 1 à 20 en termes de proportion textuelle. Et ensuite, le latin, quand il le traduit plutôt bien, avec parfois des petites différences qui vont lui permettre d'argumenter. d'accord. Donc, ouais, c'est ça, il y a un intérêt double par rapport au texte. C'est qu'on a à la fois un témoignage du passé, avec justement cette traduction en ancien français et maintenant en français, en nouveau français d'un texte latin, et en même temps, la deuxième couche, à savoir la critique sociale, politique. Et je suis religieuse s'il critique les cardinaux. Euh, Oui. c'est très intéressant. Ouais. Ah, non, non, ça Alors, donc, est-ce qu'on connaît déjà le prix de ce bel ouvrage? Alors déjà, ça va s'appeler Les monstres des hommes. Ah, C'est le titre en ancien français et monstre qu'on a voulu garder parce qu'il est tellement polysémique qu'on a souhaité le garder. C'est une collection de poche qui est pas chère. Là, celui-ci, il est à 13,50 €. d'accord. Donc, à mon avis, ça ne dépassera pas 20 €. Et Bon, bah, nous encourageons toute notre audience à se procurer ce livre, en tout cas à le commander sur Internet, puisque je vous crois m'encouragez aussi à finir, à finir l'édition, à finir le livre. qu'il va Non. finir évidemment l'édition. Est-ce que, si jamais on devait terminer donc maintenant l'interview, est-ce qu'il y aurait peut-être, comment dire, un avis que vous aimeriez donner au grand public concernant les études médiévales et en particulier des iconographies? Est-ce que vous pourriez simplement résumer en quelques mots l'état euh, du, de la recherche et des réseaux de professeurs, de chercheurs pour ceux, par exemple, qui n'ont jamais vraiment entendu parler des études médiévales ou qui ne savent pas du tout de quoi il ressort, est-ce que vous pourriez tout simplement, c'est ça, résumer un petit peu l'état de la recherche? Est-ce qu'il y a des financements? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que si quelqu'un a envie de faire un doctorat dans ce domaine-là, est-ce que c'est facile? Est-ce que comment dire, les réseaux sont solides ou est-ce qu'il y a des chapelles? Est-ce que vous pourriez donner comme ça Ça fait beaucoup de questions Ah, d'un coup. Je dirais qu'il y a un préjugé évidemment sur le Moyen Âge qui est d'une part que c'est ennuyeux et d'autre part qu'on a déjà tout trouvé, puisque ça fait longtemps que c'est étudié, puisque c'est vieux. forcément. Et j'espère que notre discussion va montrer que eh ben, il y a des nouvelles images qui apparaissent, il y a des nouveaux textes qu'on n'a pas encore traduits. Donc en fait, il y a beaucoup de choses nouvelles qu'on peut trouver et des choses qui sont tout à fait enthousiasmantes, comme un anarchiste du XIIIe siècle. Donc, qu'il ne faut pas, voilà, pas penser à quelque chose de vieilli, d'encrouté. Je pense que le Moyen-Âge est très dynamique et parmi les chercheurs, on a été parmi les premiers aussi à utiliser les nouvelles technologies de traitement de texte automatique, comme vous l'avez vu avec mon collègue. C'est ça, informaticien. Voilà. Parce qu'on en avait plus besoin pour éditer les textes, pour récupérer les images, etc. Donc on est aussi très technologique finalement. C'est ça. Voilà, donc ça a dépoussiéré un petit peu le Moyen Âge. Ensuite, je dirais que
Oui, faire une thèse sur le Moyen-Âge, ça peut être tactique, si on veut penser tactique, puisque proportionnellement, il y a moins de personnes qui font des thèses là-dessus, alors même s'il y en a quand même beaucoup. On est moins nombreux sur les postes à demander un poste de Moyen-Âge. Vous voyez, en France, on va être 40-50 médiévistes pour un poste, alors que pour un poste de 20e, ils vont être plutôt 100. Ah, d'accord. Ça reste Vous pouvez sélectif. répéter justement ce que vous venez de dire par rapport à… Non, je disais que pour un poste de médiéviste, un poste de maître de conférence de médiéviste, on va être une quarantaine de candidats. Non. Et pour un poste de médiéviste, ils vont être une centaine de candidats. Ah oui. Donc ça reste sélectif, mais on est moins Donc, c'est pour nombreux. un poste de… Ce que vous avez dit 2 fois médiéviste. Oui, bah, à chaque fois. Pardon, 20e. 20e, c'est ça, Un d'accord. poste de 20e. Plus de candidats au poste de 20e que de candidats au poste de médiéviste. Oui, oui, en fait, ça demande déjà une maîtrise de l'ancien français. Oui, alors après, il faut Évident. maîtriser quelques compétences, Est-ce qu'il connaître faut un être peu. compétent en latin également ou pas? C'est mieux. C'est C'est mieux mieux. d'être compétent en latin. Après, on peut se former au début de la thèse. D'accord. Et puis, le latin médiéval, il est drôle parce que c'est pas du tout le latin classique. On le lit comme du français. C'est ça. Il y a moins d'utilisation des cas. Ils utilisent beaucoup quod pour dire que. Il Ah oui, dit que quod, je dis que. Donc, on retrouve une syntaxe qui est plus proche du français. Donc, pour les gens qui sont pas très bons en latin, ils peuvent se trouver très à l'aise en latin médiéval, en fait. d'accord. Et ben, donc j'encourage effectivement Ah beaucoup. oui, pardon, Ah, sur les réseaux, moi enfin, j'ai aussi choisi le Moyen Âge parce que j'ai trouvé qu'il y avait une belle collaboration, une belle coopération entre médiévistes et ça s'est jamais démenti dans ma carrière pour l'instant. Beaucoup de partage parce que on peut pas avoir toutes les compétences. On ne peut pas avoir les compétences d'histoire de l'art, de théologie, de linguistique, d'iconographie. Ça demande trop. Du coup, on est obligé de céder et de partager nos informations, etc. Et voilà, pour moi, la communauté des médiévistes est plutôt une belle communauté. Et pour votre question sur les querelles de chapelle, il y en a eu beaucoup. La génération avant la mienne, des querelles assez compliquées qui ont eu malheureusement des retombées sur les étudiants. Mais je pense que… en 2 mots peut-être, la querelle, quelle était-elle? Non, je ne vais pas citer de nom, puis D'accord. c'est vieux. Ah oui, non, pas les noms, mais est-ce que c'est sur une méthode de travail ou est-ce que c'est sur une façon… C'est des questions de personnalité, beaucoup. Ah, c'est personnalité, d'accord. Ok. Oui. Mais mettons ça de côté alors. Voilà. Mais du coup, j'ai l'impression que ma génération, on a moins à n'en souffre pas. Voilà. Et est-ce que peut-être la technologie aussi, avec les emails, Internet, les réseaux sociaux, ça aide, je pense, aussi au décloisonnement? Non? Peut-être? Oui, bah oui, on s'écrit d'un bout du monde à l'autre. Et puis, les États-Unis jouent un grand rôle dans les réseaux médiévistiques, puisqu'il y a le congrès de Kalamazoo tous les Le… ans. Kalamazoo, Alors ça, vous m'apprenez Kalamazoo, quelque chose? Qu'est-ce que c'est que ce congrès? alors, bah, c'est le grand congrès de médiévistes. Alors, que je ne me trompe pas, c'est dans le Michigan. D'accord. Ah bah, je ne pourrais pas vous dire parce que je ne connais malheureusement pas la belle ville. Les médiévistes l'appellent The Zoo, pour Kalamazoo, The Zoo, parce que ça rassemble 1500 médiévistes chaque année. On est tous dans des dortoirs tout pourris, 2-3 personnes dans un dortoir. Et puis, il y a des dizaines de sessions en même temps et des échanges incroyables. Ça a été Vous avez annulé déjà cette année. participé alors? Pardon? Vous avez déjà participé? Oui, j'y suis allée 3 fois Ah déjà. oui, d'accord. Ouais, Mais il y a des Américains qui y vont tous les ans pour se faire leur réseau. Et d'accord. c'est vrai que les médiévistes du monde se connaissent en fait. Non, mais ça, c'est vraiment, je trouve, un plus énorme parce qu'en États-Unis, il y a le MLA aussi pour Modern Language Association, où là, c'est un peu la grand-messe également, avec des milliers de professeurs qui se rejoignent pour parler de leurs recherches, des langues, mais aussi des emplois Mhm. possibles. Parce que c'est vrai que bon, le domaine de la littérature bon, fait face malheureusement parfois à des coupes budgétaires, mais bon, nous tenons bon
ensemble. Mm. Et je pense qu'effectivement, en littérature médiévale, il y a toujours une demande avec, malheureusement, je trouve, moins de doctorants en littérature médiévale comparé aux autres époques. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire une série aussi sur la littérature médiévale. C'est qu'en fait, on veut mettre en lumière comme ça un aspect de la littérature qui est euh, peut-être moins marketé, si je puis dire, comparé à d'autres siècles, comme le 18e ou le 19e, qui sont souvent très prisés des étudiants, en tout cas au niveau undergraduate, au niveau licence. Et donc, c'est vrai que le Moyen-Âge, c'est vraiment, en tout cas au fur et à mesure des interviews qu'on a pu faire, comment dire, une période riche, en fait, extrêmement riche. Et comme vous l'avez démontré aujourd'hui avec les enluminures, les décorations de plafond, euh, c'est un domaine où en fait on découvre tous les mois, tous les ans, des nouveaux matériaux sur lesquels on peut travailler. Donc, bah, écoutez, Maud, est-ce qu'il y a peut-être une question que j'ai oublié de vous poser, que vous auriez aimé répondre? Il y a toujours beaucoup de choses dont on a envie de parler. Peut-être une prochaine fois, on pourrait parler d'iconographie domestique parce que je mets en rapport les images qu'on trouve sur les plafonds avec les images qu'on trouve sur d'autres objets du Moyen Âge comme les peignes, les coffrets, les carrelages vernissés, les carreaux vernissés de sol dont je parlais tout à l'heure, où on trouve le même type d'iconographie, Tristan et Iseult, en lien avec la littérature. Donc tous les objets voilà, du quotidien qui sont aussi passionnants. Et je fais aussi un petit coup de publicité pour tous les gens qui voudraient braver le virus et venir à Paris. Le musée de Cluny fait en ce moment une exposition sur les objets du quotidien, qui est très très belle. D'accord. Musique. Bon, bah pour ceux qui vont prendre un avion. C'est ça. Bon, voilà.